vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à Connaissez-vous. Comment allez-vous cette semaine? Comment allez-vous en ce mois de novembre depuis qu'on a changé l'heure? Est-ce que vous vous y faites? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça vous passe 6 pieds par-dessus la tête? Eh bien, moi, je trouve ça un peu moins difficile que les autres années, mais ce n'est pas ma période préférée. Facebook m'a même rappelé que il y a environ 5 ans, 6 ans, j'avais écrit que la journée où on changeait l'heure en novembre, c'était la journée la plus triste de l'année. Alors, disons que ça n'a pas le même impact à chaque année en ce qui me concerne, mais je continue quand même à croire que on devrait abolir ça, le changement d'heure. Est-ce que vous vous ennuyez en novembre? Est-ce que vous commencez à réfléchir au temps des fêtes, qui arrive quand même dans assez bientôt? Est-ce que la pandémie vous fait craindre le pire ou si pour vous la pandémie commence à être derrière vous? J'espère que c'est le deuxième choix. Qu'allez-vous faire pendant votre temps des fêtes? Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous trouvez des choses à faire déjà? Eh bien, tout ce préambule pour vous dire que souvent, je vous parle de lecture, de suggestions de livres. C'est habituellement des livres que j'ai lus et que j'ai aimés et que je vous recommande. Aujourd'hui, je vais être pas gentil à première vue, mais je vais vous expliquer un peu comment je fais des fois pour découvrir des nouveaux lecteurs, là, mis à part quand on en entend parler à la radio, puis que des gens nous proposent des livres. Mais moi, je vais vous dire un peu qu'est-ce que je fais. C'est que je vais évidemment sur le site du SQLA, le Service québécois du livre adapté. Je sais que sur le CAEB aussi, c'est possible de faire la même chose, là, mais moi, pour le moment, là, je suis un petit peu moins familier avec le site du CAEB. Mais de toute façon, regardez bien ça, là, on va simplifier les choses. Sur les deux sites, il y a des sections de nouveautés, des listes de nouveautés. Eh bien, moi, ces sections-là, je les regarde toujours assez attentivement parce que, bien sûr, des fois, on peut tomber sur un auteur qu'on aime et que ça fait longtemps, mettons, qu'il n'a pas sorti un livre. Ça peut être un nouveau livre, une nouvelle saga ou des fois une saga qu'on est en train de lire puis qu'on attend la suite. Mais au-delà de ça, moi, je vous dirais que je regarde beaucoup les auteurs, surtout, je dirais, québécois. Moi, j'ai quand même une attirance pour les auteurs québécois. Et les jeunes auteurs, des fois, il y a une année d'écrit à côté du nom de l'auteur, là. Des fois, il y a une année de début puis une année de fin. Ça, c'est l'année de naissance et l'année de décès de l'auteur, mais des fois, il y a seulement qu'une année. Mais ça, c'est l'année de naissance et ça veut dire que l'auteur n'est pas décédé. Quand c'est des jeunes, en tout cas, je regarde plus attentivement encore et je vais lire, bien sûr, le résumé. On a le résumé, mais on a aussi les thèmes, comme si c'est littérature québécoise, romans, nouvelles, puis des fois les thèmes principaux qui vont être abordés pendant le roman, comme histoire de famille, mère-fille, tout ça. Alors, ça donne une bonne idée quand même de si le livre va nous intéresser ou pas. Là, bien sûr, après ça, on peut lire le résumé et là, on peut avoir confirmation là, de si ça nous intéresse ou moins, là, mais reste que ça donne un bon indice
Et ce, même si au départ, l'auteur, on ne le connaissait pas. Alors moi, c'est ma façon de procéder. Bien sûr, des fois, je vais dans le catalogue, puis je tape des noms d'auteurs, puis je me dis, bon, il y a peut-être des livres qui m'ont échappé, que j'ai le goût de lire, là, mais je commence toujours par les nouveautés. Là. Moi, chaque mois, j'aime ça, aller lire les nouveautés, aller les parcourir, puis lire les résumés. Alors, je vous conseille, si vous êtes à l'aise avec soit le SQLA, soit le CAEB, de faire de même, hein, puis de faire ce qu'on appelle de l'exploration, qui nous mène assez souvent quand même à de très belles découvertes. Une autre belle découverte en ce qui me concerne, c'est notre invité de cette semaine que je connaissais un peu à travers les branches, que j'ai eu l'occasion de jaser avec au moins à une reprise, mais là, on l'a fait de façon plus sérieuse à Connaissez-vous. Et vous allez voir, entre autres, notre invité va vous raconter un emploi qu'il a eu et qui sort quand même pas mal des sentiers battus, qui sort pas mal de l'ordinaire. Cette semaine, on reçoit Alan Conway. Encore cette semaine, on poursuit nos entrevues avec une personne qui a fait beaucoup pour les personnes handicapées visuelles et qui continue de le faire. Ce n'est pas terminé et qui a la générosité de nous raconter son parcours. Il s'appelle Alan Conway. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup d'accepter de participer au projet Connaissez-vous parce que votre nom dit sûrement quelque chose à plusieurs personnes. Sûrement, plusieurs personnes vous connaissent déjà, mais on va essayer de lui faire connaître encore plus de choses à votre propos, si vous êtes d'accord, bien sûr. Donc, bien sûr. D'accord. Alors, je vais vous poser la première question. Est-ce que vous êtes à l'aise de nous dire à quel endroit vous êtes né et environ à quelle époque? Je suis né à Saskatoon, en Saskatchewan, en 1952. D'accord, parfait. Donc, ah oui, à Saskatoon. Donc, c'est pas la porte d'à côté comme on dit, hein, mais quand même, c'est dans le Canada. Alors, est-ce que est-ce que votre problème de vision était déjà là quand vous êtes né? Oui, c'était une naissance prématurée. C'était la rétinopathie de la prématurité. OK, d'accord. Parfait. Et vous, est-ce que vous venez d'une grande famille? Est-ce que vous étiez la seule personne avec un problème de vision dans votre famille? Je suis le seul qui a un problème visuel. Nous étions 5. Mes parents sont décédés depuis longtemps et il me reste mon frère et ma sœur. OK. Et votre enfance, vous, ça a été comment? Est-ce que vous avez des souvenirs de votre enfance? Est-ce que votre problème de vision, vous vous êtes aperçu à quel moment que vous étiez différent? Moi, probablement, je m'en suis rendu compte à l'âge de 4 ans. Parce que nous avions un téléviseur à la maison et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui faisaient réagir les autres. Et que vous n'étiez pas... Moi, je n'étais pas en mesure de comprendre ce qui se passait. OK, ça a commencé comme ça. Alors, c'est en fait ma mère qui m'a expliqué que j'étais aveugle. OK. Et suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous êtes quand même allé à l'école? Oui, en fait... il n'y avait pas d'école spécialisée en Saskatchewan. Il n'y en a pas encore aujourd'hui. J'ai dû voyager en train pour aller à l'école. Donc, je partais de Saskatoon
c'était un voyage d'à peu près 2 jours et demi en train quand tout se passait bien. Là, 2 jours et demi. C'est ça. Ouais, c'est long. On voyageait en groupe. Nous étions quand même plusieurs de la province qui allaient à l'école. OK. Donc, vous partiez en train, vous vous rendiez à l'école. On s'entend que vous ne deviez pas aller chez vos parents trop souvent. J'y retournais à Noël et en été. Luminosité de l'écran réduite. C'est ça, hein, au grand congé, là. C'est ça. Et comment ça a été pour vous, ça, quitter votre famille, aller à l'école spécialisée? Est-ce que ça a été un choc? À l'âge de 6 ans, on comprend pas vraiment grand-chose. Ouais. Je savais que je voyagerais avec d'autres pour aller à l'école, que l'école serait différente et que je ne serais pas avec avec mon frère et ma sœur. Probablement, je me doutais que c'était à cause de ma cécité. Mais il faut dire que le tout premier voyage, j'étais malade en partant Ah oui? de chez moi, donc ça n'a vraiment pas aidé. Malade à cause de la nervosité ou à cause de... Non, j'avais mal à la gorge. On dirait que j'avais attrapé un virus, quelque chose. OK, en plein au moment de partir. C'est ça. Alors, ma mère était obligée évidemment, elle était obligée de me laisser partir. Il y en avait 2 autres à la maison. Elle aurait jamais pu, par exemple, rester avec moi ou c'était pas possible. C'est ça, elle n'avait pas le choix de vous laisser aller, puis de... C'est ça. Alors, quand je suis arrivé à l'école, en fait, je suis arrivé tout de suite à l'infirmerie de l'école. En partant, c'est la première place que vous avez visitée. Oui. Je m'en rappelle pas trop, mais en fait, c'était ça parce que j'étais malade en arrivant à l'école. Et au-delà de ce virus, comment ça a été comment vous vous êtes habitué dans cette école-là? Est-ce que ça a été, est-ce que vous en gardez des bons souvenirs, des mauvais souvenirs, moyens? Ben, c'est quand même un gros changement. On parle d'une famille. On arrive dans une résidence avec une trentaine d'autres garçons. Et bon, je ne les connaissais pas, bien sûr. C'est sûr. Alors, la vie d'école résidentielle, évidemment, les repas, c'est pas la même chose. On dirait que la nourriture est moins bonne. Et évidemment, ben, les habitudes alimentaires changent parce que, entre autres, à l'école, on prenait un gros repas à midi. Et nous, on n'avait pas l'habitude de manger comme ça. Nous prenions notre gros repas quand mon père arrivait de travailler. Le soir. C'est ça. OK. C'est ça là, qu'on a peut-être un peu de misère à imaginer. Là, c'est que ça faisait tout l'aspect de vie familiale qui était bouleversé parce que, bon, on se ramassait, comme vous disiez, avec plein de gens qu'on connaît pas, avec des habitudes différentes, et il y avait l'aspect école, apprentissage aussi qui était différent puisque vous alliez pas à votre école de quartier. C'est ça. Parce qu'évidemment, on faisait tout. J'ai appris le braille. J'ai commencé dès l'âge de 6 ans. À cette école-là? Oui. OK. Et pour vous, ça a été quoi, la découverte du braille? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que... Ben, oui, mais pour moi, c'était pas compliqué. C'était la seule façon de lire. Effectivement. Et c'était clair pour moi que c'était comme ça que j'allais lire. Alors, ça n'a pas été trop...
Ben non, parce que c'est évidemment la seule chose que je connaissais. Oui, aussi, effectivement. Pour d'autres, par exemple, qui avaient un résidu visuel, c'est sûr que là, ça change beaucoup de choses. Être obligé de lire avec ses doigts quand on peut très bien voir les points, pour certains, c'était un problème. Moi, la question, ne s'est jamais posée. Mm-hmm. Ben, ceux qui avaient des résidus visuels, j'imagine qu'ils essayaient de lire avec leurs yeux ou de tricher un peu. Oh oui, il y en a qui essayaient, ils se le faisaient dire aussi. Ils se faisaient prendre. Oh oui, mais je dois dire que plusieurs de ces gens-là ont subi des pertes de vision plus tard, et je suis sûr qu'aujourd'hui, ceux qui sont encore vivants doivent être assez contents d'avoir appris le braille. C'est ça, là aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une perte de vision, d'une diminution de vision. Il ne faut pas prendre pour acquis que ça va être toujours comme ça. C'est ça. Est-ce que vous aimiez ça, apprendre? Là, vous étiez à l'école, loin, puis tout ça, mais malgré tout, est-ce que vous avez aimé ça, être à l'école, apprendre des choses? Ben, je pense qu'au début, j'ai trouvé ça difficile. Je me sentais quand même vraiment seul. Je pense que j'ai mis à peu près 6 ans avant vraiment de m'y habituer. Ah oui, 6 ans? Oui, parce que, évidemment, le retour à la maison et le retour à l'école, c'était toujours un peu difficile. Il y avait aussi le fait que, entre autres choses, il y avait des choses que l'école croyait que mes parents pouvaient m'enseigner. OK. Alors que mes parents n'avaient pas vraiment beaucoup d'idées à savoir comment faire. On a eu l'aide d'un professeur de réadaptation de l'INCA, mais pendant plusieurs années, il y avait toujours cette espèce de tiraillement entre ce que l'école attendait de mes parents et de ce que mes parents attendaient de l'école. OK, d'accord. Donc ça, il y a comme toujours une espèce de petit malentendu. Mais je pense que la situation qui m'a fait vraiment changer d'idée, c'est que à l'âge de 12 ans, je suis allé avec mes parents rencontrer un monsieur qui gagnait sa vie dans un petit village pas tellement loin de Saskatoon. Il était non-voyant. Il gagnait sa vie en donnant des leçons de guitare. Il en avait donné à un de mes cousins. OK. Donc, mes parents pensaient que peut-être il pourrait m'enseigner quelque chose. À travers cette personne-là. Mm-hmm. Alors, oui, c'est ça. Alors, je suis allé le voir. Mes parents sont partis faire d'autres choses. Alors, j'ai passé l'après-midi avec lui. Et il trouvait que je me débrouillais bien. Donc, il s'est dit qu'il n'avait pas besoin de me donner d'autres leçons tant que ça. De toute façon, il n'aurait jamais pu parce que j'étais encore à l'école. C'est ça. Il n'y avait pas le temps de... Non, ça n'aurait pas été possible. Alors, finalement, mais sa sœur est venue pendant que j'étais là. Et elle m'a dit, notre frère, tu sais, il aurait pu aller à l'école comme toi, mais on a trouvé ça loin, et ils ont toutes sortes de raisons, ils ont décidé de pas le faire. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait plein de choses qu'ils ne savaient pas. OK, c'est que vous avez vu comme un peu là toute l'importance d'aller à l'école. Oui, c'est là, je crois, où j'ai vraiment compris l'importance de ce que je faisais à l'école. Même si c'était difficile et qu'à chaque fois que vous retourniez dans votre famille, il y avait comme toujours la séparation à revivre et tout ça. Là. C'est ça. C'est quand même une chose importante quand on réussit à apprendre ça. On se dit, bon, on a un but, on a
quelque chose peut-être à faire, qu'il n'y a pas de solution parfaite non plus, hein, parce que ce monsieur-là, bon, n'a pas vécu ce que vous avez vécu, mais il n'a pas appris les mêmes choses non plus. Non, et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas. Même quelque chose d'aussi simple que d'écrire un numéro de téléphone ou il n'avait aucune connaissance du braille. Du tout. OK, d'accord. À ce point-là, il n'avait pas pu apprendre le braille d'aucune autre façon. Il a peut-être eu la visite de professeur de réadaptation de l'INCA à un moment donné, mais vraiment, il y a beaucoup de choses qu'il ne savait pas. OK. Et je trouvais que, en tout cas, je m'en suis rendu compte que j'avais quand même de la chance malgré tout. OK. Ça vous a donné comme un peu de courage pour continuer. C'est ça. OK. Et là, mis à part le braille, bon, on s'entend que vous appreniez toutes les matières à l'école, mais c'est quoi qui vous intéressait le plus dans ce que vous appreniez? Moi, j'aimais bien écrire, j'aimais bien lire. Les mathématiques, ça a toujours été un problème pour moi. Oui, puis vous n'êtes pas le seul, hein? Non, je le sais. Mais j'ai vécu une expérience en 1967 qui m'a vraiment lancé sur la piste qui a finalement donné lieu à ma carrière. OK. Je viens d'une famille anglophone unilingue. Oui. Donc, je suis seul de ma famille qui parle français. OK. En 1967, mon frère a participé à quelque chose qui s'appelait le programme des jeunes voyageurs. OK. C'était quelque chose qui avait été créé pour marquer le centenaire du Canada et pour donc le gouvernement fédéral s'occupait du transport des étudiants et tout ce qui concernait les activités aux différents endroits était la responsabilité de la province. OK. Donc, c'est un voyage bien organisé, là. Ah oui, c'était quand même bien organisé. Mon frère est allé en Colombie-Britannique et à peu près 2 semaines après son retour, on a eu un gars de son âge de Saint-Paul-Montmagny qui est arrivé chez nous. OK. Il s'appelait Richard Asselin et je dois dire que ce gars-là, évidemment, nous, on parlait pas français et même s'il fallait plusieurs minutes, il répondait à nos questions. Même si je sais que c'était difficile pour lui, il était assez tenace pour y arriver. C'est ça, il s'est donné la peine, tout le monde s'est donné la peine d'essayer de se comprendre, là. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte c'est-à-dire que j'ai eu l'idée que si, à tout le moins, il était prêt à essayer, moi, je devrais faire la même chose. Je n'aurais jamais pensé que ça m'aurait amené au genre de carrière que j'ai eu par après. Mais ça m'a un peu lancé là-dedans. Et évidemment, quand je suis arrivé à mes tout premiers cours de français à l'école secondaire, qui est la 9e année en Ontario, j'avais un professeur qui a vraiment compris que j'étais intéressé et elle a vraiment su m'encourager. OK. Alors, 2 ans plus tard, en 1969, j'ai eu l'occasion de participer au même programme, sauf qu'au lieu d'aller là où mon frère est allé en Colombie-Britannique, on m'a envoyé en Abitibi. Oh, OK. Et là, ça parle beaucoup français. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que mon français parlé était quelque chose de compréhensible pour bien des gens. OK. Et j'ai continué à suivre mes cours, les cours de français, entre autres, à l'école. Et
quand je suis allé à l'université, en fait, j'ai gradué en 1971. Je suis retourné à Saskatoon. J'ai fait des études en littérature française à l'Université de la Saskatchewan. Après ça, j'ai fait une maîtrise en traduction à l'Université de Montréal avant de commencer à travailler. Et en 1981, j'ai commencé à travailler comme traducteur du français à l'anglais pour le gouvernement fédéral. J'ai fait ce genre de travail-là pendant 3 ans et en 1984, j'ai eu l'occasion de postuler pour un poste d'interprète simultané. Et j'ai réussi. OK. Mais juste avant qu'on arrive là, tout l'aspect études, est-ce que ça a été problématique un peu ou ça allait quand même assez bien? Parce que là, il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Comment ça c'est vraiment temps. Il y a eu quand même des problèmes. Entre autres, personne dans ma famille pouvait m'aider avec la lecture. Ouais. Donc déjà, c'était... même si ma mère, surtout, voulait m'aider, là, pas de volonté du monde, mais la pauvre, elle ne savait pas, elle ne comprenait pas assez de français pour lire le matériel. Et il y avait personne d'autre dans la famille qui était en mesure de vraiment... vous soutenir à ce niveau-là, là. C'est ça. Alors, j'ai fini par connaître à peu près tous les étudiants franco-fasquois à l'université, ou des étudiants francophones qui venaient d'ailleurs. Et eux, ils m'aidaient à faire à faire ma lecture. OK. J'ai réussi quand même à obtenir certains livres sur bande magnétique d'un organisme qui est basé aux États-Unis, qui portait le nom à l'époque de Recordings for the Blind Incorporated, qui s'appelle maintenant Learning Alley, si je me rappelle bien. OK. Mais vos livres venaient de là, des États-Unis? Certains, oui. D'autres venaient de l'INCA. Et j'ai même pu en obtenir, dans certains cas, de l'Université d'Ottawa. OK. Eh bien, c'était difficile. Vous n'aviez pas toujours vos lectures à temps, puis peut-être pas toutes les lectures. Oh, à peu près jamais. À peu près jamais. Ouais. Et puis pour faire vos travaux, ça allait? Vous faisiez ça comment dans ce temps-là? Je les rédigeais en braille. Et un petit problème, c'est que je n'avais pas de dactylo français. Ah, donc pas d'accent. Puis... soit que je rencontrais le professeur et on en parlait, ou bien je lisais les travaux sur cassette. Ah, OK. Puis le professeur écoutait la cassette. Puis... C'est ça. OK. En traduction, moi, j'étais la première personne aveugle à m'inscrire à ce programme-là. Et c'était dur parce que l'Université de Montréal, surtout au début, n'a pas vraiment beaucoup collaboré. Ils ont vraiment essayé de me compliquer les choses. On me disait, OK, vous faites les traductions, parce que c'est ça, les examens en traduction, c'est ce sont des traductions faites sur un temps limité. Oui. Et je devais... on me disait, vous pouvez faire vos textes en braille, vous avez 10 minutes pour taper le texte après. Ce qui est tout à fait infaisable parce que de toute façon, quand on lit une partie de ce qu'on tape et on se remet
Quand on lit, par exemple, ce qu'on a écrit, après ça, il faut se mettre les doigts au bon endroit sur le clavier de la dactylo, taper ça, retourner trouver sa place en braille, c'est impossible. C'est ça, il n'était pas coopératif, là. Il voulait pas vous donner plus de temps ou quoi que ce soit. Mais à force d'insister, finalement, j'ai réussi quand même à rencontrer le directeur de la faculté, et quand on a pu s'asseoir pour en parler, on a tout réglé ça en 5 minutes. OK. Mais entre-temps, c'était extrêmement difficile. C'est beaucoup de stress, là, puis de... Ben, c'est ça. De se demander si on va être capable de réussir, puis de... Comme diraient certains, c'est pas pour rien que du côté de ta mère, tu es Écossais. Parce que les Écossais ont la réputation d'être têtus, d'avoir la tête dure. Très tenace et tout ça, là. Mm-hmm. C'est ça. Mais là, avec ce donc, monsieur-là... le côté Conway pouvait être aussi dur aussi, donc je veux dire... Donc, avec le directeur, vous avez réussi à régler, à trouver des solutions, puis tout ça? Oui, on a réussi quand même à régler ça. Ce qui vous a facilité la vie, puis vous avez pu continuer vos études puis réussir, là. C'est ça. J'ai pu quand même continuer et j'ai réussi à faire à mon mémoire de maîtrise. Ça représentait quand même beaucoup de travail. J'avais besoin d'énormément d'aide pour tout lire ça, parce qu'évidemment, on n'avait pas la technologie qui existe aujourd'hui. Et le sujet était particulièrement ardu. 117 pages sur la traduction de la voix passive du français à l'anglais. Ouais, c'est longtemps. Disons que je comprendrais n'importe qui tomberait endormi en essayant de lire ça. Mais vous, fallait pas, là. Fallait pas tomber endormi. C'est moi qui faisais le travail. C'est ça, là. Ça fait qu'il fallait... Quand les gens vous faisaient de la lecture, là, fallait être... Oui, c'est ça. Il y a un certain nombre de personnes qui m'aidaient à lire. J'avais quand même un directeur de recherche, une dame qui était absolument extraordinaire, et rendue à la rédaction de mon mémoire de maîtrise, il n'y avait rien qu'elle ne faisait pas pour me donner un bon coup de main. Bon, mais en tout cas, ce qui compte, c'est que ça a été bénéfique, ça a fonctionné. C'est ça. Et que vous avez réussi à vous trouver du travail après? Oui, parce que trouver un travail dans un domaine comme ça, pas évident. Parce que déjà, le taux de chômage chez les personnes aveugles est très élevé. Et pour avoir finalement réussi à travailler dans un domaine qui correspondait vraiment à mes études, en ayant un emploi qui a fait en sorte que j'étais probablement une des personnes aveugles les plus riches du pays. Ça, c'est beaucoup. Et là, quand vous avez terminé vos études, puis vous m'avez dit que vous avez appliqué sur un poste pour faire de la traduction au gouvernement, c'est ça? Oui, il y avait un poste disponible pour quelqu'un qui faisait de la traduction écrite du français à l'anglais. OK. Et là, généralement, quand on fait ce genre de travail-là, c'est vers sa langue maternelle qu'on travaille. Ah, d'accord. Alors, c'est pour ça que le poste en question, quand on m'a embauché, c'était pour faire de la traduction du français à l'anglais. OK. Et là, vous avez appliqué sur ce poste-là. C'était quoi vos... est-ce que vous étiez confiant de l'avoir ou vous pensiez pas? Ou
Pour être confiant, on ne sait jamais. Je sais que je voulais faire ce genre de travail-là. Je savais que c'était pas un travail où on risquait de trouver beaucoup de personnes qui pouvaient servir de modèle. Et évidemment, il y avait toute la question aussi de déménagement, de s'installer dans une autre région différente. Est-ce que ça vous inquiétait beaucoup? Est-ce que c'était... ça m'inquiétait un petit peu, mais évidemment, quand j'ai eu l'occasion de travailler, j'ai pas vraiment hésité parce que finalement, je me suis dit, j'ai assez travaillé pour arriver à obtenir le diplôme quand même. Il fallait quand même que je m'organise pour déménager de Montréal à ce qui est actuellement Gatineau. C'était Hall à l'époque. Donc, vous étiez prêt à certaines concessions, là. Il fallait bien, parce que sinon, j'aurais pas pu travailler. Et là, quand c'est vous avez... pas chez moi, en Saskatchewan, que j'aurais réussi à trouver un travail comme ça. Non, c'est ça, hein. Mais quand vous avez appliqué sur le poste, est-ce que vous avez fait des entrevues, tout ça? Est-ce qu'on vous a bien reçu? Est-ce que ça... J'ai eu la chance que, en fait, mon entrevue a eu lieu en 1981 durant l'année internationale de la personne handicapée, proclamée par l'ONU. D'accord. Donc, j'ai été quand même, comme on dit, au bon endroit, au bon moment. Ouais, c'était la bonne année peut-être pour faire des entrevues. Oui, c'est ça. Et quand même, on m'a très bien reçu en entrevue. J'ai été quand même très agréablement surpris. Et ça a pris combien de temps avant que vous sachiez que vous aviez le poste? Je crois que j'ai su quelque chose comme 2 ou 3 semaines plus tard. OK. Et là, dans ce poste-là, vu que c'était un poste gouvernemental, est-ce que vous avez eu du soutien? Est-ce que vous avez eu de l'aide? Est-ce que vous aviez des accommodements? J'ai eu de l'aide dans la mesure où c'était possible à l'époque. En fait, pour faire le travail, c'était un peu comme faire de l'interprétation. On me donnait mes textes enregistrés sur dictaphone. Donc, j'avais 2 dictaphones sur mon bureau. OK. Il y en avait un avec l'enregistrement dedans, l'autre pour enregistrer ma voix. Et j'ai développé une technique qui m'a finalement bien servi quand je suis devenu interprète, parce que je partais les deux appareils en même temps. OK. Et au fur et à mesure que j'entendais le français, je parlais anglais. Évidemment, il fallait ajouter la ponctuation pour la personne qui allait reproduire ça, là. Mm-hmm. C'est ça. Parce que tous les enregistrements comme ça allaient à un genre de centrale où il y avait des gens qui les tapaient à la machine. Mais vous aviez comme développé l'aspect d'écouter l'enregistrement, puis à mesure que vous l'entendiez, vous faisiez déjà la traduction. Oui, c'est ça. C'est quelque chose, là. Ça se passe rapidement dans la tête, là. Oui. Oui, c'est vrai. Ça passe vite. Et là, vous avez fait ça pendant 3 ans, vous disiez? Oui, c'est ça, avant de devenir interprète, oui. Et là, comment ça s'est fait, le transfert de traducteur à interprète? Ma surveillante en interprétation m'a rencontré. J'avais quand même passé des examens que j'avais réussi. Alors évidemment, elle avait beaucoup de questions sur à peu près tout sauf le travail. Elle m'a dit, vous savez, les interprètes voyagent beaucoup. Comment allez-vous vous arranger avec ça? Évidemment, j'avais déjà
mon premier chien guide. OK. Et justement, je veux dire, c'était une chienne, un labrador. Et elle travaillait très bien, ça ne m'inquiétait pas d'aller me déplacer avec elle. Souvent dans des endroits inconnus, puis tout ça, là. Oh, ma carrière a fait en sorte que j'ai travaillé dans les 10 provinces et à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest, au moins une fois. OK. Donc, vraiment, je suis allé un peu partout. 4 de mes 5 chiens ont vécu ces expériences-là. Celui que j'ai actuellement, non. Mais les quatre autres ont voyagé. Ils ont vécu les problèmes de routine typiques d'un interprète et toutes sortes de choses. En tout cas, mais malgré tout, ça a très bien été. Mais le travail là, d'interprète, là, vous faisiez l'interprète comme dans des comme ce qu'on entend des fois à la télévision, là, quand il y a quelqu'un. Oui, c'était ça que je faisais. OK. Je mettais des écouteurs. La personne qui avait le micro parlait, disons, français, et je répétais en même temps ce que la personne disait, mais en anglais. Ça aussi, là, c'est quelque chose, parce que il y a pas beaucoup de droit à l'erreur. Là, vous pouvez pas demander à la personne de répéter. Faut tout. Non, surtout quand on fait ce genre de travail. Le travail, là, ça se fait pas. Ça, j'ai déjà, même une fois, ça m'est arrivé de tout à fait par erreur dire le contraire de ce que la personne a dit. Parce que ça allait vite. C'est le genre de choses qui arrivent, mais les gens sont généralement assez indulgents quand, par exemple, quelqu'un parle de milliards et l'interprète croit que la personne parle de millions. En fait, les gens qui connaissent le domaine font un peu le genre de correction dans leur propre tête. Donc, généralement, c'est pas aussi problématique que les gens s'imaginent. OK. Mais c'est quoi la pire chose qui peut arriver? C'est quand même ça? C'est de ne pas répéter la bonne chose? Une des pires choses qui m'est arrivée au travail, c'est un membre du Bloc québécois qui s'est levé en chambre et qui a décidé, durant son discours, de réciter la fable de La Fontaine qui s'appelle Les animaux malades de la peste. OK. Alors moi, j'étais en cabine et ce fou-là, il a commencé à réciter ça. Ce sont des classiques, ce sont des choses quand même, je suis sûr que les fables de La Fontaine ont été traduites dans plusieurs langues. Sûrement, oui. Avoir su qu'il allait faire ça, on aurait probablement pu trouver une copie du poème en anglais à la bibliothèque du Parlement et on aurait pu probablement s'organiser pour qu'un de mes collègues qui pouvait lire simplement fasse ça. Mais personne ne nous l'a dit. Alors moi, j'étais pris à essayer de résumer l'intrigue au fur et à mesure qu'il parlait. OK. Il y en avait d'autres, par exemple, qui avaient de gros accents extrêmement difficiles à comprendre et même drôles à écouter. Okay. Un monsieur, membre du Bloc québécois, il était membre de la circonscription où demeuraient mes beaux-parents. Et il s'appelait Osvaldo Núñez. Il était chilien. Et quand il parlait, évidemment, il parlait français parce que il représentait une circonscription francophone. Et il était devenu membre du Bloc québécois. Donc, je veux dire, ça donnait des choses comme Monsieur le Président, je suis bien content de me lever dans cette chambre aujourd'hui pour participer au débat parce que je dois vous dire, Monsieur le Président, que le gouvernement fait fausse route avec son bouillet.
Et, OK. Ouais. Et là, vous Alors, devez quand des même... accents comme ça, des Mhm. choses comme ça peut présenter des problèmes. Ouais, je comprends. Évidemment, les jeux de mots, c'est le cauchemar des interprètes. Parce que très souvent, ça ne marche pas entre deux langues. Mais vous avez quand même pas le choix d'essayer de donner une explication. C'est pas toujours possible, Martin. Non? Non, je vais te donner un exemple. J'ai interprété à une réunion où il y avait un genre d'exercice brise-glace au début. Et il y avait un monsieur, et attention parce que tous les détails sont importants. OK. C'était un Australien Ouais. qui parlait d'une situation de travail assez spéciale où lui et un autre collègue australien travaillaient avec des collègues russes sur un projet. Et un jour, un des Russes lui a demandé, et là, en tout cas, je traduirai en français par après, mais il dit, "What is this fascination you have with dying?" C'est quoi cette fascination que vous avez pour la mort? Mm. Et finalement, c'était pas ça du tout. C'était leur façon de dire good day, qui sort good eye. Ah. Et évidemment, il fallait que j'essaie de le suivre parce que sinon je perdais le fil de ce qu'il allait dire. Ben oui. Mais finalement, vers la fin, j'ai dû trouver une façon d'expliquer à ceux qui m'écoutaient que ça n'avait aucun... que c'était une histoire littéralement d'accent. OK. Et que c'était en fait le dialecte australien qui fait que quand on parle anglais, quand on prononce le mot day, ça sort plutôt comme die. Die. Mhm. Donc, c'est pas toujours possible. Mais vous aviez eu quand même la chance de l'expliquer. C'est ça. J'ai eu quand même la chance de l'expliquer, mais c'était vraiment pas évident parce que là, je me suis rendu compte que si j'essayais de faire quelque chose avec ça, j'étais en train de m'embourber pas à peu près. Ouais. Et ça, vous avez fait combien de temps, combien d'années vous avez fait ça? J'ai fait de l'interprétation simultanée de 1984 jusqu'en 2011. Oh là là, OK, quand même, hein? Et je suis à la retraite depuis fin décembre 2011. OK. Et là, vous parliez, parce que là, on a raconté quelques anecdotes, puis un petit peu les problèmes qui peuvent arriver dans ce métier-là, mais vous avez dit autre chose quand même de très important, c'est que c'est un métier qui vous a demandé de vous déplacer beaucoup, et ça n'a pas dû être facile non plus toujours. Non, c'était pas toujours facile, mais mes chiens ont beaucoup facilité ça. Je pense personnellement que j'aurais eu des problèmes si j'avais tout fait ça à la canne. OK. Mais est-ce qu'il est arrivé quand même quelques petites anecdotes cocasses dans vos déplacements? Est-ce que c'est... je sais pas, vous avez dû prendre l'avion, vous avez dû prendre des moyens de transport. Et c'est-tu arrivé des fois que vous avez été un peu dépassé par tous ces événements? Non, pas vraiment. Il y a eu quand même une situation où on m'a envoyé travailler en Chine. Oh là là! Et évidemment, le chien que j'avais à l'époque ne pouvait pas m'accompagner. À cause à cause du pays? Ben, parce que la société à l'époque, et je ne suis pas certain que la situation soit beaucoup changée, mais à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de chien guide en Chine et
Vous pouviez Ma pas y surveillante aller. avait vérifié pour voir si je pouvais faire entrer le chien au pays, mais elle n'a pas posé les bonnes questions. OK, ça que vous avez pas pu. Parce que, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la peine d'appeler l'ambassade de la Chine à Ottawa. OK. Et j'ai parlé à un monsieur très gentil. Mais quand il a compris que mon chien devait être avec moi dans ma chambre d'hôtel et au travail avec moi, Ça marchait pas. Ça passe, c'était comme impensable. les Chinois n'aiment pas dire non. OK. Donc, il aurait très bien pu dire non parce qu'au fond, c'était ça la réalité. Alors, à ce moment-là, c'était une affectation. J'ai travaillé quand même avec des collègues absolument extraordinaires quand on a fait cette affectation-là. Finalement, j'ai quand même passé à travers, mais mon Dieu, je m'ennuyais de mon chien quand il était question de revenir à la maison. Et ça aurait été Parce plus... qu'évidemment, je n'avais pas la même facilité de déplacement et tout ça. C'est ça. Et en plus, à l'époque, les Chinois, j'ai l'impression qu'ils ne connaissaient pas trop bien les cannes blanches non plus. Ah bon? Ouais. Ça que ça n'a pas été nécessairement le déplacement le plus évident, là. Non, mais c'était quand même un grand défi. Et le sujet était vraiment technique. Mm-hmm. Il y avait des gens d'un peu partout qui avaient toutes sortes d'accents. Et évidemment, ça compliquait les choses et on travaillait en relais parce que des fois, la cabine chinoise a dû nous interpréter certaines choses vers l'anglais pour nous permettre par la suite d'interpréter vers le français. Oh, yeah, OK. Il y avait comme... c'est ça, là. C'est ça. Alors, c'était intéressant, par contre. L'expérience était extraordinaire. C'était ma seule affectation à l'extérieur du Canada. Hey, mais pas à peu près loin quand même, hein, la Chine. C'est vraiment pas la porte d'à oui, côté. c'était 5 heures de vol à Vancouver, 13 heures de vol pour aller à Hong Kong et le lendemain, on est allé à Pékin. Il faut pas avoir peur de Ça, l'avion. c'était 3-4 heures de plus en avion. Uh-huh. Et ça que vous avez fait quand même votre travail jusqu'en 2011. Après ça, vous avez décidé de prendre votre retraite. Et j'avais quand même 30 ans de service. Mm-hmm. Et il n'y avait pas vraiment d'avantage à rester plus longtemps. OK. Mais quand même, hein, une retraite, tu sais, bon, après, on se retrouve avec beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous avez fait pour occuper votre temps? Moi, j'ai toujours été quand même assez actif au sein de plusieurs associations de personnes handicapées. Mm-hmm. Je dois dire que actuellement, après quelque chose comme 50 ans de temps passé dans toutes sortes de réunions, je commence tranquillement à me distancer un peu de tout ça. OK. Mais j'ai déjà été membre du conseil d'administration. En fait, je suis devenu membre du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec en 1977 pendant mes études à Montréal. OK. Et c'est là où j'ai rencontré ma femme, d'ailleurs. D'accord. Qui est Monique Baudouin, vous la connaissez certainement. Oui, ben oui. Et finalement, c'est ça, j'ai travaillé, je suis devenu membre du conseil d'administration. Par la suite, j'ai déménagé
à Hull, à Gatineau. Et j'ai aidé à la fondation de notre propre section du RAC. Je suis devenu membre aussi d'un organisme qui s'appelle l'Alliance pour l'égalité des personnes aveugles du Canada. OK. C'est-à-dire que ça, c'est le nom officiel qui existe en français. C'est peut-être mieux connu sous son nom anglais, Alliance for the Equality of Blind, Alliance for Equality of Blind Canadians. Et en plus, j'ai déjà été, je suis membre aussi d'utilisateur de chiens guides du Canada, Guide Dog Users of Canada, depuis quand même sa fondation en 1999. Et entre autres, je gère une liste de discussions pour des traducteurs et interprètes non-voyants. OK, ça que vous êtes encore dans le domaine de la traduction un peu, là. Pas vraiment. Je gère la liste, mais évidemment, la profession de traducteur change beaucoup. On utilise beaucoup de logiciels actuellement pour gérer, entre autres, la terminologie. Et ça peut aider, ça peut faciliter le travail. Sauf que, à un moment donné, c'est pas toujours une technologie qui fonctionne bien avec les lecteurs des cas. Qui n'est pas toujours adapté pour nous, là. Non. Alors, j'admire beaucoup les jeunes qui sont en traduction actuellement, qui s'en servent. Parce qu'il y en a qui se battent vraiment avec ça, c'est absolument incroyable. Évidemment, moi, je ne peux pas vraiment contribuer beaucoup à ces discussions-là, parce que quand j'ai commencé à travailler, tout ça était vraiment à ses premiers balbutiements. C'est ça. Mm-hmm. Le premier versébrail que j'ai vu, c'était justement en 81, et on m'a permis de l'utiliser sur une base expérimentale pour voir si je pouvais m'en servir pour le travail. Pour toutes sortes de raisons, c'était moins pratique, mais j'ai quand même pu faire des expériences avec ça. Quand je suis devenu interprète, évidemment, je ne faisais plus de traduction écrite après ça. C'est ça, là. Ça demandait quand même moins de technologie, là, moins de logiciels. Oui, sauf que plus tard dans ma carrière, évidemment, quand on commençait à fonctionner avec le courriel, j'ai fini par demander, entre autres, à mon bureau de m'acheter une imprimante braille. Parce que quand on travaille comme interprète, il y a quand même certains documents qu'on aime avoir en cabine avec soi quand on travaille. Ben oui, hein, on peut pas travailler quand même avec rien du tout. Là. Ça prend quand même un peu de... On peut se débrouiller, mais c'est pratique parfois d'avoir, par exemple, des copies de l'ordre du jour dans les langues de la Réunion. C'est pratique parfois s'il y a un présentateur qui a envoyé ses notes au bureau d'avance. Oui. Ça aide les interprètes à se préparer. C'est ça, à se structurer un peu, savoir un peu ce qui va se... Oui, c'est ça. Alors, j'ai pu profiter de ça. Et je dois dire que même pendant ma carrière d'interprète, quand je travaillais du français à l'anglais, j'ai passé l'examen d'interprétation simultanée de l'espagnol à l'anglais pour le gouvernement fédéral. Je l'ai passé 2 fois, malheureusement, je n'ai pas réussi. OK. Mais j'ai appris l'espagnol à l'université et j'ai suivi des cours privés à mon arrivée dans la région ici. Et tout ça avant d'aller faire un peu d'immersion au Mexique. Ah, OK. C'était une langue qui vous intéressait aussi, l'espagnol. Oui, je l'avais choisi
parce que l'Université de Montréal exigeait une troisième langue. Ah. Et je me suis dit que probablement, vu que c'était une langue latine, déjà, ça risquait de faciliter la compréhension. Et d'autre part, je me suis dit que, et je l'ai peut-être pensé un peu naïvement, que peut-être ce serait plus facile de trouver des gens qui pouvaient m'aider avec la lecture. OK. Ça, malgré tout, c'était pas évident. Ça n'a pas été nécessairement le cas? Non. Ah ah. Non. J'ai quand même réussi les cours, mais disons que je pense que j'aurais pu mieux réussir si j'avais pu quand même trouver plus de soutien au niveau de la lecture. C'est ça. Ou bien il y avait quand même certains professeurs qui n'étaient vraiment pas collaborateurs non plus. Ben ça aide jamais non plus, hein? Non. C'est fou. Et au niveau de vos implications dans le milieu des non-voyants, ça a été quoi? Qu'est-ce qui vous intéressait? Ça a été quoi les enjeux pour lesquels vous avez aimé le plus vous impliquer? Je me suis rendu compte que on vivait tous quand même beaucoup de difficultés en ce qui concernait, entre autres, l'accès à l'information. Oui. Que peu importe nos langues, peu importe les régions du pays qu'on habite, nous vivons tous un peu le même genre de problème. C'est pas parce que peut-être on peut trouver certaines choses qui sont disponibles en anglais, peut-être un peu plus facilement qu'en français, qu'on va les trouver dans un format accessible. Effectivement. Parce que c'est quand même vrai que le fait de pouvoir profiter de ce que d'autres font quand ils écrivent votre propre langue, c'est sûr que parfois ça peut faciliter beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire que le renseignement qu'on cherche sera nécessairement accessible. Et on peut quand même passer beaucoup de temps à chercher malgré tout. Effectivement, sans trouver vraiment ou sans trouver, en tout cas, complètement ce qu'on voulait. Oui, c'est ça. Donc, ça a été quand même beaucoup de réunions et beaucoup de démarches pour essayer d'augmenter l'accessibilité à l'information pour les non-voyants? Oui, et vous savez que c'est quand même un problème continu. Effectivement. Même si on peut peut-être trouver certains renseignements, par exemple en anglais, un peu plus facilement qu'en français, ça ne garantit pas que ce qu'on recherche sera vraiment accessible en format utilisable. Effectivement. Et c'est pas toujours facile de tomber sur l'information qu'on désire et que ce soit accessible au complet. C'est ça. Et ça, dans toutes vos implications dans les organismes, ça a été quelque chose qui a été très présent au niveau des réunions puis tout ça, des enjeux? Oui, c'est présent un peu partout. Évidemment, quand on parle par exemple, de Chien-Guide, la situation est excusez-moi, la situation est différente parce que là, on parle de certaines choses comme les droits d'accès. Oui. Donc, c'est
quand même quelque chose qui concerne moins l'accès à l'information, mais des fois, un des rôles d'un organisme comme ça, c'est d'aider des gens à trouver des renseignements Luminosité de l'écran pour réduite. se faire respecter leurs droits. Et ça, il y a encore beaucoup de méconnaissances en ce qui concerne les chiens guides. Le fait qu'ils sont admis partout, tout ça, il y a encore beaucoup de gens qui sont pas au courant de ça, qui vont refuser l'accès. C'est un peu difficile de... c'est à espérer qu'il y a de plus en plus de gens qui soient au courant. Je dois dire que généralement, j'ai pas eu beaucoup de problèmes. Tant Ça ne veut mieux. pas dire que j'en ai pas eu, mais c'est vrai que, je dois dire que j'en ai eu moins, mais on entend parler encore de situations où des commerçants ou certaines personnes refusent l'accès ou, par exemple, dans le cas de certains hôtels, ils facturent des montants supplémentaires. Ah oui, parce qu'un chien... Il facture plus d'argent parce que la personne vient avec son chien guide? Parce que la personne vient avec son chien, parce que ils ont toujours peur que le chien fasse des dégâts et c'est une façon de se prémunir contre ça. Donc, ils essayent parfois de facturer comme un montant supplémentaire, un peu comme on ferait pour d'autres animaux de compagnie. OK, d'accord. Parce qu'ils ont le droit de faire ça avec d'autres, mais pas en ce qui concerne les chiens guides. C'est sûr que si j'ai la responsabilité de m'assurer que mon chien se comporte correctement. Oui, ça c'est la... Et s'il ne le fait pas, s'il y a des dommages, bien sûr, c'est de ma responsabilité. C'est ça, mais ils n'ont pas le droit d'emblée de facturer des frais pour au cas où... Non. Mm-hmm. Non. Donc, il y a encore des situations peut-être moins fréquentes, mais... faut rester aux aguets, faut rester à l'affût de... on a toujours ça à l'esprit quand on sort. Uh-huh. Que ça pourrait être arrivé, puis qu'on soit obligé de se défendre. Uh-huh. Et vous, est-ce que parce que là, je sais que vous utilisez quand même beaucoup de technologie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé rapidement? Est-ce que vous aimez beaucoup ça, la technologie, comme pour les téléphones, les ordinateurs? Les ordinateurs, c'est de ça vraiment que je me suis servi au début. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire par exemple, des copies braille, des documents dont j'avais besoin, et que je pouvais les imprimer et fonctionner vraiment comme mes autres collègues, ça m'a vraiment facilité les choses. Mm-hmm. Parce que sinon, j'étais obligé de passer beaucoup de temps à les écouter. Et il y en a qui aimaient moins ça. Ouais. Ils avaient l'impression d'être comme pas toujours surveillés au travail ou quelque chose comme ça. Donc, ils n'avaient pas l'impression que je les laissais travailler. Vous étiez plus autonome. Oui, c'est ça, en effet, oui. En réalité, c'est ça. C'est que vous aviez moins besoin des autres collègues, puis vous pouviez plus vous organiser, puis avoir accès à vos choses. C'est ça. J'ai dû mettre beaucoup de mon temps, par exemple. Des samedis après-midi que j'ai passé à préparer des documents à mes propres heures, ça a quand même exigé beaucoup de travail, ça. C'est ça, là, parce que, ouais, vous deviez faire ça en dehors de vos heures de travail souvent, là. C'est ça. Mm-hmm. Donc, la technologie, ça a été quand même bénéfique à ce niveau-là. Ça vous a permis justement d'avoir accès à plus de choses plus facilement. Oui, c'est ça.
Et là, depuis que là, vous êtes à la retraite, ça fait presque 10 ans. On disait 2011 tout à l'heure. Ça fait que depuis ce temps-là, vous êtes quand même encore... vous vous ennuyez pas trop, vous êtes encore actif. Vous disiez que vous commenciez à avoir peut-être un peu moins de réunions. Je dois dire que oui, j'essaie quand même d'en faire un peu moins parce que malgré tout, j'ai fait à peu près 47 ans de bénévolat. Et c'est pas rien. En plus de passer 27 ans de ma carrière dans les réunions des autres, que ce soit des débats à la Chambre des communes, des réunions de comité, des audiences publiques, en tout cas, j'ai fait toutes sortes de choses. Donc maintenant, c'est plus un peu plus tranquille, mais c'est votre choix. C'est vous qui avez... j'essaie tranquillement de m'éloigner de ces choses-là. Peut-être que je n'y arriverai pas complètement. Sûrement pas. Mais bref, je pense que ça a été très intéressant aujourd'hui, notre entrevue, parce qu'on a appris encore une fois plusieurs choses. On s'est remémoré peut-être des époques un peu lointaines où les études, en tout cas, c'est pas comme aujourd'hui, hein. On s'entend qu'il y a eu quand même une certaine évolution, pas juste par rapport à la technologie, mais je pense par rapport à l'acceptation des gens, à être capable d'offrir un petit peu d'accommodement. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, évidemment, mais je pense qu'il y a eu quand même il y a eu un avancement. Oui, je dirais maintenant, par contre, que quand on regarde un peu la situation des interprètes au travail actuellement, je suis content, en fait, de ne pas travailler dans des conditions comme ça parce que on utilise beaucoup des plateformes comme Zoom. Oui. Et ça peut être pratique dans la mesure où des participants aux réunions acceptent quand même de faire certaines choses correctement. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui compliquent la vie des interprètes, par exemple, qui travaillent dans des contextes comme ça. Un collègue de travail qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui participait à une réunion sur Zoom en conduisant. Oh. Donc, quand la personne parlait, les limitateurs qui contrôlaient le volume du son pour les interprètes faisaient baisser le son. Donc, à cause du bruit de la voiture. C'est ça, des bruits environnants, là, puis tout ça. C'est ça. Alors, j'ai participé à quelque chose sur Zoom il n'y a pas tellement longtemps. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que le monsieur qui présidait la réunion en quelque sorte, malheureusement, il y avait beaucoup de bruit chez lui. Son chien n'arrêtait pas d'aboyer. Il y avait beaucoup de bruit. Et je savais qu'il y avait des interprètes qui travaillaient cette réunion-là. Et je suis sûr qu'ils ont trouvé ça extrêmement pénible. Il y avait beaucoup de bruit agressant autour. Là. C'est ça. Il y a une dame avec qui j'ai déjà eu affaire dans une réunion et elle a apporté, je ne sais pas si vous les avez déjà vus, c'est des espèces de petits bols tibétains qu'on utilise un peu comme des gonnes. OK. Et alors, ce qui arrive, c'est qu'on tape ça doucement. Mais la dame en question a mis ça devant un microphone. Oh là là. Et elle l'a frappé très fort. Moi, j'étais en cabine sur le point de commencer. Évidemment, je ne pouvais pas voir ce qui se passait. J'ai arraché mes écouteurs tellement ça m'a fait mal. Et elle l'a fait seulement une fois parce qu'elle s'est rendue compte que le bruit était beaucoup trop fort et que tout le monde, ça dérangeait tout le monde. Eh là là, OK. Mais il y a des choses comme ça qui sont des risques du métier. Ouais, d'entendre toutes sortes de bruits dans nos oreilles, hein?
Puis d'être Ben, il y a ça. d'être dérangé, puis d'être... Mais là, quand ça nous fait même mal aux oreilles tellement c'est fort, là, ça doit être épeurant de remettre ses écouteurs après. Ben oui, et surtout pour une personne aveugle, je veux Ben dire, oui, nos les oreilles. oreilles, c'est notre mobilité. C'est important, ben oui. Bien, en tout cas, moi, en tout cas, je suis content qu'on se soit parlé. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter ou si vous croyez qu'on a fait pas mal le tour. Ben, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Évidemment, quand on pense à ces choses-là, il y a toujours des choses, on se rend compte plus tard qu'on aurait pu dire certaines choses, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour. Tout le monde à peu près se dit que qu'il aurait pu ajouter des choses, mais ça fait partie de l'entrevue. Hein. On parle, puis on jase, puis on passe sur un sujet, puis on va à un autre. Hein. C'est la vie. Mais bon, enfin, bref, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de m'accorder du temps aujourd'hui pour l'entrevue Connaissez-vous, parce que je pense que ça va apporter un autre point de vue très intéressant au projet. Bon, ça m'a fait plaisir. Et bonne continuité, bonne poursuite de vos activités, puis à avoir des fois le courage de s'éloigner quand on veut s'éloigner. C'est pas toujours facile, mais des fois c'est bénéfique. En tout cas, je vous souhaite de trouver l'équilibre pour avoir du temps pour vous aussi, c'est important. Ben, c'est ce que j'essaie de plus en plus de faire, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans des réunions, et quand on se rend compte que on a plutôt envie de partir que de rester. Ah, c'est le temps de changer nos habitudes. Je pense que c'est le temps d'arrêter. Bien, en tout cas, un gros merci. Ben, de rien. Bonne soirée. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!